On est au sud du Texas, juste à la frontière. À 90 mètres d'ici, c'est le Mexique. On est dans la zone 9. La zone 9. 35 km de frontière sous haute surveillance. C'est le point sensible du Texas, le secteur du sergent Broyles. C'est ici que ses équipes arrêtent le plus grand nombre d'immigrés clandestins. Et depuis l'élection de Donald Trump, le sergent a déjà vu un changement. Trump a pris des positions claires sur le problème de l'immigration. Et depuis, le nombre d'arrestations ici est chaque jour de plus en plus important. En fait, les étrangers cherchent tous à traverser la frontière avant qu'il accède au pouvoir et qu'il expulse tout le monde. La nuit dernière, les hommes du sergent ont arrêté plus de 400 personnes, 2 fois plus que la normale. Et pourtant, sa zone est l'une des mieux équipées. Je vais vous montrer ce dont tout le monde parle, le mur. Parce qu'un mur, il y en a déjà un à la frontière de cette ville texane. Pour vous faire une idée, regardez, moi je mesure 1,80 m, alors imaginez la hauteur de ce mur. Ce mur, de la Californie au Texas, ne barricade que 1000 km. 30% seulement de la frontière avec le Mexique. Une séparation en pointillé. Trump va certainement combler ses trous et resserrer un peu la vis. Et je vais vous dire, ça ne fera pas de mal. À moins de 100 mètres de ce mur se trouvent les propriétés privées des citoyens de mon comté. Et ils se sentent en sécurité grâce à ce mur. Et voilà ce qui compte le plus. Nos citoyens américains, ceux de notre pays et de notre État, ce sont eux qui comptent. Ceux qui comptent, ce sont les 800 000 habitants de McAllen, la ville américaine. Juste en face, c'est Reynosa, la cité mexicaine. Au milieu, le Rio Grande, le fleuve frontière qui sépare les deux villes. Alors l'immigration clandestine, la ville texane y est confrontée depuis longtemps. Bonjour, je suis Jim Darling. Jim Darling est le maire de McAllen. Vous êtes de ma ville? Ah, chouette. Il a très mal vécu la stigmatisation de son voisin mexicain par le candidat républicain. Alors, le maire n'a pas voté Trump. Il ne comprend pas ce qu'est une frontière. Je suppose qu'il est trop occupé pour ça. Les Mexicains et nous sommes amis, voisins, membres d'une même famille. Notre frontière, c'est une rivière que l'on partage. Elle ne doit pas se résumer à un mur. Si vous faites cela, vous séparez deux communautés qui sont unies depuis des siècles. Une frontière qui a surtout assuré la prospérité économique de la ville. McAllen, l'américaine, Reynosa, la mexicaine. L'une ne va pas sans l'autre. Et la ville texane a bien compris comment tirer profit de sa jumelle. Je voyais ces camions, ils viennent tous du Mexique. On a 300 à 400 camions qui viennent ici dans cette zone tous les jours. Ils ramènent des produits finis du Mexique et repartent là-bas pour y emmener des pièces détachées. Keith Patridge est l'un des plus gros importateurs de la région. Salut Frank, comment vas-tu? 1 milliard de dollars de marchandises transitent par ces entrepôts chaque année. Tout ça, ce sont des pièces qui ont été fabriquées au Mexique et elles vont être réexportées partout dans le monde pour l'industrie automobile. Le business avec le Mexique, c'est 500 milliards de dollars d'échanges commerciaux chaque année. Mais ça, Donald Trump n'en a pas parlé pendant sa campagne. Il a préféré accuser le Mexique de voler les emplois américains. Quand j'entends notre président élu Donald Trump dire que le Mexique vole les emplois des Américains, ce que l'on constate, nous, c'est que dans la plupart des cas, comme le Mexique permet aux sociétés américaines d'être plus compétitives, ces entreprises se développent aussi plus rapidement. Et du coup, elles peuvent se permettre d'embaucher, par exemple, 300 personnes de plus dans leurs usines aux États-Unis. Si les entreprises américaines ne peuvent plus aller au Mexique, elles iront tout simplement produire ailleurs. Ces échanges commerciaux, c'est la raison d'être de ces deux villes. Pour le comprendre, nous avons traversé la frontière, direction Reynosa, la jumelle mexicaine. Un patelin sorti de terre grâce aux échanges frontaliers. Ici, 85% des exportations sont destinées aux États-Unis. Ici, à Reynosa, on a 14 parcs industriels.
Là, on se dirige vers un des parcs où on a 55 usines qui exportent aux États-Unis. Federico Alanis Peña représente les entreprises implantées ici. Ce matin, le syndicat de ces industries vient de lui envoyer un communiqué. Alors, il fait la tournée des usines pour rassurer tout le monde. Ce courrier nous a été envoyé à la suite du résultat des élections américaines pour nous dire de continuer à travailler dans le calme, de ne pas s'inquiéter et de rester unis. L'ouragan Trump inquiète parce qu'ici, 110 000 emplois sont en jeu. Ces entreprises, ce sont des maquiladoras, des usines d'assemblage au service des sociétés américaines. Tout le monde y trouve son compte. Pour le Mexique, ça crée de l'emploi. Pour les États-Unis, c'est une main-d'œuvre bon marché dans une zone franche exonérée de taxes. Comment les Américains peuvent-ils être en concurrence avec nous? Ici, les salaires, c'est 50 $ la semaine. Et là-bas, c'est 80 $ par jour. Ce que je peux te dire, c'est que ni le gouvernement mexicain, ni le gouvernement américain ne peuvent tourner le dos à l'argent. Ils chercheront toujours à être compétitifs. Aucun gouvernement au monde ne peut arrêter la croissance économique. Elle n'a pas de frontières, même si tu mets un mur. Ce sont des mots, des promesses de campagne électorale. Si tu fais des murs, ils feront des tunnels. Les Mexicains sont malins. On ne se fait pas de soucis pour ça. Reynosa McAllen, ce qu'on appelle ici la Mex-Amérique, a tissé des liens impossibles à dénouer. C'est valable pour le business, mais aussi pour ces millions de petites mains qui rêvent de l'Amérique. Bonjour, vous allez bien? Hector Silva, lui, recueille dans ce foyer de migrants tous ceux qui se sont fait expulser des États-Unis. Lui, c'est mon ami. Il vivait aux États-Unis, lui aussi. Il a été expulsé. Oui, c'est ça. J'ai été expulsé il y a 1 an. Ça faisait 40 ans que je vivais aux États-Unis. Et ils m'ont attrapé, puis expulsé du pays. C'était l'un des arguments chocs de la campagne Trump. Renvoyer chez eux 11 millions de clandestins. Juan Parras, lui, n'y croit pas. Et il sait de quoi il parle. Pendant des années, il était coyote, ces trafiquants qui se font payer pour passer les clandestins. Oui, moi j'ai été coyote pendant 8 ans. Je connais bien le business. Je les faisais payer 400 $ pour passer de Tijuana à Los Angeles. Parfois même 500 $. Maintenant, les coyotes prennent 4000 $. La différence est énorme. Peu importe ce qu'ils feront pour nous empêcher de passer, les gens vont continuer à vouloir traverser. Il faudra payer plus, mais il y aura toujours de nouveaux moyens d'aller aux États-Unis. Pour le vérifier, il suffit de retourner de l'autre côté de la frontière, à McAllen, au Texas. Il est 20 h. Le sergent Broyles commence sa patrouille de nuit. Sa mission, arrêter les clandestins. On ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont, quelles sont leurs intentions. Ce qui est sûr, c'est que chaque policier a de grandes chances de se mettre en danger. Le sergent Broyles inspecte la zone préférée des passeurs, ce barrage hydraulique. En face, le Mexique. C'est là, sous ces lampadaires, que les coyotes abandonnent les migrants, à eux de réussir la traversée. Les hommes du sergent viennent tout juste d'interpeller un groupe. Attendez, restez derrière moi. N'ayez pas peur. Madame, donnez-moi votre fils. Vous ne devez pas avoir peur. Je suis un officier de l'État. Regardez ces gens, ils sont complètement effrayés. Impossible de dire depuis combien de temps ils marchent. Regardez cette femme. Ray, attention, elle va tomber dans les pommes. Ça fait combien de temps que tu marches? 1 mois. Tu viens d'où? Je viens d'un endroit dangereux. De quel pays? Je viens du Honduras. Tu es contente d'être arrivée? Sous le choc, cette jeune femme de 29 ans s'est vue mourir. Abandonnée par son passeur, elle s'est retrouvée seule, perdue,
avec ses 3 enfants. Tu as eu peur pour tes enfants? Tellement. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Je vivais dans une zone très dangereuse. Ils voulaient me tuer. Le père de mes enfants était menacé de mort parce qu'il devait de l'argent. Il s'est enfui, alors ils n'ont pas pu l'exécuter. Ils ont dit qu'ils allaient frapper là où ça ferait mal et qu'ils allaient tuer mes enfants. C'est pour ça que je devais partir. Cette nuit-là, le petit groupe ira dormir dans un foyer de la ville. Ensuite, les services de l'immigration décideront si oui ou non ils pourront rester sur le sol américain. Ce n'est pas que je n'ai pas de cœur, mais comment peut-on s'occuper de tous ces gens qui viennent chez nous? Elle va recevoir de l'aide du gouvernement. Mais ces gens-là ne vont pas payer d'impôts au final. Et nous avons des familles américaines ici qui se débrouillent sans les aides sociales. Elles luttent pour nourrir leurs enfants. Et en Amérique, les premières rumeurs se font déjà entendre. Ce mur infranchissable, annoncé par le républicain, ce n'était peut-être qu'un argument de campagne. Imaginaire ou pas, il aura en tout cas permis une chose à Donald Trump, conquérir l'Amérique.